Bien, alors il m'appartient de vous parler de pêche, je ne parlerai pas d'aquaculture. Autour de la question, le mandat qu'on m'a confié, c'est de vous parler des dimensions, des différentes dimensions de la pêche durable. Et effectivement, je vais essayer de vous montrer que derrière cette notion, il y a beaucoup de choses différentes qu'il faut prendre en compte. La première, c'est celle à laquelle vous pensez probablement tous, c'est je veux savoir si j'achète de la morue, du thon, de la sardine, et je veux savoir si la pêche de cette espèce-là est durable, autrement dit, si cette espèce n'est pas surexploitée. C'est, je dirais, la dimension monospécifique, stock par stock, espèce par espèce. Et cette question-là, elle paraît relativement simple, mais arrêtons-nous un instant sur les deux mots-clés. Qu'est-ce que ça veut dire durable et qu'est-ce que ça veut dire surexploité? Alors, je suis enseignant, j'ai hésité un moment, je me suis demandé si on n'allait pas faire une petite interro écrite autour de qu'est-ce que c'est durable, qu'est-ce que c'est surexploité. On m'a dit que j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai laissé tomber ce projet. Et puis dans le fond, j'ai pas besoin de vous interroger, je sais d'avance vos réponses. Vos réponses, vous allez me répondre, la pêche durable, c'est une pêche équilibrée. Si c'est équilibré, rien ne bouge, c'est durable. Et vous allez me répondre, peu ou prou, c'est surexploité. Surexploité veut dire qu'on ne pêche que ce que le stock produit. Et donc finalement, les deux notions sont exactement les mêmes. Pêche durable et pêche égale pêche équilibrée égale on pêche ce que le stock produit. J'ai pas fait d'interro, mais on peut peut-être faire un sondage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose violemment dans la salle à cette définition-là? Non. Donc vous me rendez tous cette copie expliquant que la pêche durable, c'est la pêche équilibrée, que la pêche équilibrée, c'est on ne pêche pas plus que ce que le stock produit. Eh bien, je suis au regret de vous dire que votre copie obtient une très mauvaise note. Vous avez faux à la première réponse, vous avez faux à la deuxième réponse, vous avez faux au total, et je vous mets donc une note de 2 sur 2. 2 sur 2, c'est parce que vous avez quand même une petite circonstance atténuante, vous ne faites rien que répéter ce que tout le monde dit. J'ai encore essayé il y a quelques mois d'expliquer à Wapiti ce qu'était la pêche la surpêche. Ils ont dit ça, et ils ont eu aussi une mauvaise note. Alors, on va donc reprendre, c'est donc pas ça, c'est plus compliqué que ça. On va reprendre avec une vision un peu dynamique. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe lorsque on augmente ce qu'on appelle l'effort de pêche. L'effort de pêche, c'est le nombre de bateaux, c'est la taille des bateaux, c'est le fait de savoir si les marins ont des sonars pour repérer les bateaux sous l'eau, etc. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on, au cours de l'histoire, en quelque sorte, on parle de cette situation où il n'y avait qu'un petit bateau, à cette situation, il y avait beaucoup de bateaux. Et la première chose qu'on peut regarder, c'est finalement comment évolue, en fonction de ce nombre de bateaux, le poisson dans la mer, le nombre de poissons dans la mer, ce qu'on appelle l'abondance des poissons dans la mer. Allez, je vous donne une dernière chance, essayez de réfléchir à comment évolue cette courbe. Si vous essayez de réfléchir comment évolue cette courbe, je pense que vous allez tous à peu près me répondre « ça diminue comme ça ». Et cette fois-là, vous aurez raison. Vous aurez une bonne note à cette question-là. La loi, elle est à peu près générale. Plus on met de bateaux sur la mer, plus on augmente l'effort de pêche, plus l'abondance d'un stock dans la mer diminue, plus il y a de bateaux, moins il y a de poissons. Et ça, c'est une loi absolument universelle. On l'a vérifié sur tous les stocks. On l'a vérifié malheureusement à l'échelle des océans. On a vidé en partie la mer, pas complètement, mais on a en partie vidé la mer de ses ressources avec des phénomènes de surpêche. Donc la courbe, elle vous paraît évidente. Et pourtant, je vous attire votre attention sur un point qui est que qu'est-ce qu'elle nous dit, cette courbe? Elle nous dit que si vous n'avez pas beaucoup de bateaux, eh bien, il va y avoir un très grand nombre de poissons, et un nombre de poissons déterminé par ce qu'on appelle en écologie la capacité biotique d'un milieu, qui fait qu'il ne peut pas y avoir une quantité infinie de poissons dans la mer. Et donc, si vous ne mettez pas beaucoup de bateaux, vous aurez beaucoup de poissons dans la mer, et c'est une situation d'équilibre, ce qu'on appelle l'état vierge. Mais si vous mettez un grand nombre de bateaux, vous voyez que ma courbe me dit aussi qu'on va retrouver un autre équilibre. On va trouver un autre équilibre qui sera un équilibre où il y a moins de poissons dans la mer, mais qui sera toujours l'équilibre. Et donc, ce que me dit ma courbe, c'est que tous les points d'abondance sont tous des situations d'équilibre. Et que donc la question de la pêche, c'est pas une question d'équilibre. D'ailleurs, j'attire votre attention qu'il y a un équilibre particulier, qui est l'équilibre que vous avez tout à droite dans ma courbe. Si vous mettez tellement de bateaux que vous éteignez le stock. Oh mais ça, c'est parfaitement équilibré, ça va durer éternellement, hein, ça ne reviendra jamais. Ça ne veut pas dire que c'est de la pêche durable. Ça ne veut pas dire que c'est de la pêche durable. Donc, durable ne veut pas dire équilibré. Équilibré, nous pouvons, nous, les humains, décider de vivre dans un état de la nature qui soit un état très dégradé, un état dans lequel il y a très peu de poissons. Nous pouvons faire le choix, nous, les humains, de vivre dans un monde où la biodiversité serait extrêmement faible. C'est probablement pas le bon choix.
Ça veut dire que nous avons une part de responsabilité sur quel est l'état de la nature que nous voulons et en matière de pêche, quel est l'état d'abondance des stocks que nous voulons. Donc voilà, alors ça, cette courbe, elle nous dit aussi que si vous fixez à un moment donné un nombre de bateaux, eh bien, le stock va retrouver sa situation d'abondance. Alors évidemment, il y aura des fluctuations, on ne sera pas toujours sur cette courbe d'équilibre, une année bonne, une année mauvaise, mais on fluctuera autour de la notion d'équilibre. Et pourquoi il y a toujours d'équilibre? Parce que dans le fond, le mécanisme qu'il y a derrière, c'est que plus vous rajoutez des bateaux, plus vous rajoutez de la compétition par un prédateur extrêmement puissant qui est l'homme. Mais dans le même temps, l'abondance du stock diminue, et vous diminuez de la compétition intraspécifique entre les poissons. Donc c'est ça qui fonde l'équilibre. Vous remplacez de la compétition entre les poissons par de la compétition avec les hommes. Alors derrière, il y a une autre courbe qui évidemment nous intéresse beaucoup. Oui, alors il peut y avoir du déséquilibre. Le déséquilibre existe, je vais vite. Si vous augmentez l'effort de pêche, il y a à un moment donné des équilibres, mais on le retrouve. Alors il y a une autre courbe qui nous intéresse beaucoup, évidemment, c'est la courbe des captures. Et même chose, c'est les captures équilibrées. Vous fixez un nombre de bateau, et progressivement, la capture va rejoindre cette courbe-là. Cette courbe-là, c'est le moment où on capture les intérêts du capital, ce qu'on appelle la production biologique. Si vous avez un nombre de bateaux très faible, un nombre de poissons très élevé, vous êtes sur la droite de mon graphique, à ce moment-là, le stock, il y a une très forte compétition intraspécifique, le stock ne produit rien, vous ne pouvez rien pêcher de manière durable et que ça se répète. Si vous êtes complètement sur la droite, il y a beaucoup de bateaux, mais il n'y a plus de poissons, évidemment, vous capturez rien. Et ce que nous dit cette courbe, c'est que c'est une loi là aussi assez universelle. La courbe passe par un maximum, et ce maximum va définir ce qu'on appelle la surexploitation. La surexploitation n'est pas une situation de déséquilibre. Toute la partie droite de ma courbe peut être équilibrée. C'est une situation dans laquelle il y a trop de bateaux. Il y a trop de bateaux et on pêche moins. C'est comme si dans une industrie automobile, on mettait des machines-outils pour construire des autos, et puis qu'on rajoutait des machines-outils pour casser une partie de la production. C'est ça la surexploitation. C'est une situation dans laquelle les pêcheurs sortent en mer une partie de l'année pour pêcher des poissons, et puis ils ressortent encore des jours en plus pour détruire la ressource et pêcher moins les années d'après. C'est évidemment économiquement absurde, et en plus, ça se traduit par des niveaux d'abondance qui sont très faibles. L'écosystème derrière va mal fonctionner, il va y avoir tout un ensemble de problèmes. Donc, si vous voulez pêcher, si vous voulez manger des poissons qui ne soient pas surexploités, il faut éviter qu'ils soient en surexploitation. Et ceci est fait par l'intermédiaire de la gestion des pêches, dont vous reparlera, je pense, Clara Ulrich juste après. L'objectif aujourd'hui de la gestion des pêches en Europe, c'est de se situer à ce niveau de bateau qui permet d'avoir ce qu'on appelle le rendement maximum durable. Si un stock est géré conformément à ces objectifs, j'ai envie de dire que ce soit une sardine, un thon, un hareng, un anchois, vous pouvez le pêcher. Vous pouvez peut-être même le pêcher s'il est aujourd'hui surexploité, mais que les pêcheurs sont en train de faire l'effort, avec des quotas limités, de revenir à la bonne situation. Voilà, alors cette première dimension, je m'y suis un peu arrêté parce que elle est finalement ce à quoi tout le monde pense, elle est un peu plus compliquée. Et pour moi, la conclusion, c'est à partir du moment où le stock est géré, où il y a des mesures de gestion qui sont mises en œuvre, vous pouvez manger le poisson. Il y a un deuxième point de vue qui est important, c'est que la gestion des pêches en Europe, elle se fait essentiellement sur cette idée, combien de bateaux, quel effort de pêche, quelle pression de pêche. Mais il y a autre chose qui intervient énormément, c'est la taille. La taille des maillages, la taille réglementaire. Voilà une petite simulation qu'on a fait avec des collègues allemands. Vous avez sur la courbe rouge, alors ça concerne la morue de mer du Nord, vous avez sur la courbe rouge, toujours même chose, la biomasse qui diminue au fur et à mesure que la pression de pêche augmente. Et la courbe rouge, c'est la courbe avec la taille légale actuelle de la morue de mer du Nord, 35 cm. À partir de 35 cm, vous avez le droit de pêcher et de débarquer les morues. Et avec ce collègue, on s'amusait à tripoter un peu des équations, à jouer avec, à calculer une espèce de formule un peu magique qui nous donne la taille optimale à laquelle il faudrait pêcher pour que la chose soit optimisée. Et cette taille pour la morue, elle est de 75 cm. C'est énorme, on ne va pas faire ça demain matin, ça serait impossible. Mais dans l'absolu, si on pouvait le faire, on passerait sur la courbe bleue. Et vous voyez qu'on définit une situation qui est de dire l'abondance du stock, la quantité de poissons dans la mer serait augmentée de 260%. Que ferait la capture? Eh bien, la capture, elle augmenterait aussi. Moins, mais elle augmenterait 30%. La conclusion de ça, c'est de dire que on pourrait décider d'autres modes de gestion, on pourrait décider d'autres critères de durabilité qui sont que on peut pêcher au moins autant qu'aujourd'hui, probablement même un peu plus qu'aujourd'hui, en impactant beaucoup moins les écosystèmes. Et pour faire ça, il faut gérer à la fois l'effort de pêche, le nombre de bateaux, mais aussi les maillages, les tailles légales, etc. Il faut aller vers des maillages plus grands, des tailles plus grandes. Et si vous voulez pousser les pêcheurs à aller dans ce sens, j'ai un mot d'ordre qui est assez simple, c'est de dire manger des gros poissons.
mettez du prix sur des gros poissons, ça incitera les pêcheurs à laisser dans la mer les plus petits, et je pense que ça ira dans un bon sens. Troisième dimension, elle est finalement assez facile, c'est la pêche ne devrait pas impacter les fonds, ne pas impacter les habitats. Et on sait qu'il y a un engin qui est aujourd'hui sur la sellette, c'est le chalut de fond qui racle les fonds. En même temps, c'est l'engin dominant. Plus de la moitié, la grande majorité des pêches viennent du chalut. On ne va pas supprimer demain matin le chalut. J'ai tendance souvent à dire, vous savez, le chalut, c'est un peu comme le nucléaire et l'automobile. C'est pas une question simple qu'on va résoudre du jour au lendemain. Mais tout le monde sait bien qu'un jour, il faudra en sortir. Et le plus tôt serait le mieux. Un chalut, un chalut moyen en mer du Nord, tous les ans, il chalute l'équivalent de 2 fois la surface de Paris. Et si vous regardez une cartographie de la mer du Nord, vous voyez qu'à peu près toutes les zones sont chalutées, certaines jusqu'à 10 fois par an. Autrement dit, oui, le consommateur devrait privilégier plutôt des pêches qui aillent vers ce qu'on appelle les engins dormants, les filets, les lignes, les casiers. C'est des modes de pêche plus doux, c'est des modes de pêche plus durables. On ne sortira pas du chalut demain, mais le consommateur peut accompagner une espèce de mouvement dans cette direction. Quatrième dimension, ça se complique. Ça se complique tellement que je vais aller vite. En réalité, il faut regarder les écosystèmes. Ça, c'est mon quotidien de recherche. Il se trouve que cette publication est sortie la semaine dernière, ça m'a amusé, alors je l'ai mis là. C'est ça qu'on étudie, nous. C'est les relations entre espèces, comment elles se mangent, comment elles interagissent. Comment, lorsque vous pêchez l'une, alors toutes celles qui sont entourées, là, elles sont pêchées. Comment ça modifie tout le réseau trophique, tout le fonctionnement de l'écosystème. On peut zoomer, aller regarder, par exemple, ce qui se passe sur le merlu quand il est pêché. Ça a des effets positifs, négatifs sur les autres espèces. Qu'est-ce qu'on en déduit pour le consommateur? Je regrette de vous dire que j'ai pas vraiment la réponse. Autrement que c'est complexe, qu'on y travaille et qu'on espère vous donner la réponse dans quelques années. Bon, il y a quelques lois qui émergent, qui sont discutées. On considère souvent qu'il vaut plutôt mieux manger des proies parce qu'elles ont une meilleure résilience, elles se reproduisent plus vite. C'est un point de vue qui est critiqué, que moi je discute. Il y aura peut-être des questions, j'y reviendrai. Moi je prétends qu'il faut plutôt manger les prédateurs, mais c'est un point de vue un peu minoritaire. On sait aussi que probablement du point de vue de l'écosystème, il faut plutôt pêcher en dessous du RMD, parce que laisser un peu plus de poissons dans la mer, ça va laisser un peu plus de proies, un peu plus de nourriture, c'est bon pour le fonctionnement, c'est bon pour la résilience, c'est bon pour la durabilité. Enfin, dernier point de vue, nous vivons les temps finis, ça a été dit dans l'introduction, le pic de capture est derrière nous, effectivement. 86 millions de tonnes en 1996, depuis ça baisse un petit peu, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la quantité de poissons marins sauvages pêchés pour chaque humain, elle est limitée. Et sur les 20 kilos total, aquaculture comprise, en gros, il y en a donc la moitié, un petit peu plus, quasiment 11 kilos qui viennent de la pêche. 11 kilos qui viennent de la pêche, il y en a déjà 3 qu'on transforme en farine de poisson. Farine de poisson, il y a un rapport qu'une ONG a publié cette semaine qui a fait un petit peu de bruit, vous en avez peut-être entendu parler. Farine de poisson pour nourrir l'aquaculture, les porcs, les poulets, etc. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste par terrien moyen 8,3 kg chacun. Vous avez droit à 8,3 kg de poissons sauvages par an. Et effectivement, vous en mangez aujourd'hui en gros 34, mais en gros 24 d'aquaculture, pardon, 24 de pêche. Vous en mangez 24 de pêche, vous mangez 3 fois votre dose, je suis désolé de vous le dire. Si vous voulez être durable, il faut réduire votre consommation de poisson. Vous mangez actuellement le poisson des autres. Soit sous forme directement de poisson, soit, et c'est presque encore pire, sous forme de farine de poisson, puisqu'alors là, carrément, vous allez manger, quand vous mangez du saumon, vous mangez en réalité la sardinelle, l'anchois du Pérou, qu'on a été pêché dans les pays qui avaient drôlement besoin de poissons, pourtant alimentaires, pour le transformer. On a pris le poisson des pauvres, si j'ose dire, pour aller faire de la bouffe des riches. Donc, voilà. Alors, conclusion, eh ben oui, il faut manger du poisson. Moi, je pense qu'il faut manger du poisson. Mais le poisson, c'est quelque chose de très noble, c'est quelque chose qui est rare. Il faut manger du poisson comme une fête. On n'a pas le droit de s'empiffrer de poisson parce que la nature ne nous le fournit pas. C'est la première règle. Et je dirais, peu importe, c'est pour moi celle qui vient avant tout. Vous vous posez souvent des questions d'espèces et j'ai envie de vous dire d'abord, il faut malheureusement limiter sa quantité de poisson. Manger des gros poissons. Mangez des gros poissons, quitte à acheter une morue pour faire la fête, prenez-en une belle, une grosse, vous inciterez les pêcheurs à augmenter leur maillage, éventuellement les petites espèces, et puis préférez les arbres dormants. L'étiquetage va arriver, là, bientôt vous allez le voir, c'est en train d'arriver, on va vous mettre sur l'étal du poissonnier, si c'est un poisson de chalut, etc. Le consommateur a un pouvoir là-dessus. Et puis, dernier point, il faut consommer local pour des raisons qui vont au-delà de la pêche, mais qui concernent aussi la pêche. Je vous remercie. Merci.